Même si beaucoup de militants mozabites et Chambin n'aiment pas quand on parle d'affrontements, ils disent non, c'est pas des affrontements et c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, un mozabite que j'avais reçu à la télévision disait on ne sait pas si l'État ne peut pas régler le problème ou si l'État ne veut pas régler le problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Abed Sharif? Je pense que l'État n'est plus capable de régler ce type de problème. Malheureusement, je pense aussi que il y a une évolution de la société algérienne dont on ne se rend pas compte, y compris dans les élites. Il faut voir cette situation à Ghardaya, comment elle se présente. Et donc, la situation a évolué de telle manière qu'elle nous a énormément devancés. Et en même temps, les instruments dont dispose le pays pour régler le problème sont restés très archaïques. Et il y a une incompréhension totale. Yassine Kadhi, incapacité et incompréhension des pouvoirs publics? Oui, enfin, moi je risque d'être pour une fois un peu plus pessimiste encore. Je fais avec les invités de Radio M souvent des parallèles. Ce sont des économistes ou des hommes d'État, Ahmed Ben Bitour dernièrement, pour essayer de comparer ce qu'était l'État algérien à l'orée de la crise des années 86 et ce qu'il est aujourd'hui. Quels sont les atouts qui peuvent lui permettre de faire face et quelles sont aujourd'hui les faiblesses qui font que ça risque d'être plus dur. Et quand je fais le parallèle avec les années 80, la grande crise qui a annoncé 88, c'était les événements de Stef et de Constantine. C'était des émeutes populaires à laquelle la police, l'État répressif, a répondu dans un style classique. Aujourd'hui, à l'annonce de ce qui va arriver, parce que ça va arriver dans les prochaines années, nous avons des conflits intercommunautaires. Ça veut dire que la déliquescence, elle est des deux côtés, du côté de l'État et du côté de la société. Saïd Jafar. Et puis surtout dans l'État, parce que ce que nous révèle Ghardaya, c'est que les vieilles méthodes de gestion du pays via des clientèles ne sont plus opérantes. Les mêmes clientèles, à Ghardaya, qu'elles soient Mozabit ou Chambi, existent, mais elles n'ont plus prise sur des franges de jeunes qui sont dans une forme de radicalisme ethniciste très violent, et on en voit les résultats. Et donc, effectivement, si aujourd'hui on demande à l'armée de rétablir l'ordre, c'est vraiment, c'est devenu une sorte de priorité immédiate. On doit commencer par ça, rétablir l'ordre. Deux choses. Déjà, de quel État on parle? Est-ce qu'on parle de l'État qui est en train de régler des soucis au Mali et en Libye, des conflits intercommunautaires et des conflits entre tribus dans ces deux pays? Apparemment, on parle du même État, et on le voit faillir en Algérie. Et second point, lorsqu'on parle de l'État, on parle aussi de ces démembrements que sont la police. Or, on a constaté que la police à Ghardaya a fait grève, hein, il faut le dire, a refusé de s'immiscer dans le conflit, dans les affrontements qui ont eu lieu. Ce qui est une chose inacceptable. D'autant plus que ça s'est déjà passé. C'est un remake de ce qui s'est passé il y a quelques mois. La police, vous vous en rappelez, avait fait grève et même monté sur Alger, et ça a fait ce que ça a fait. Aujourd'hui, il n'est pas normal que même les structures même de l'État qui sont censées gérer les foules démocratiquement, belle invention algérienne, soient en grève. C'est très très grave. Alors, vous ramenez monsieur Lamamra pour gérer le problème mozabite, puisqu'il s'en sort pas mal un peu avec la crise malienne. C'est une manière évidemment de le dire. Alors, il faut préciser aussi que cette flambée de violence intervient 4 jours seulement après la visite du nouveau ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui. C'est sa première grande crise. Enfant du Sud, hein. Qui est un enfant du Sud aussi de la ville de Ouargla. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela, Saïd Jafar? En tout cas, on ne peut pas ne pas me faire la relation. Le ministre débarque à Ghardaya, il installe une sorte de commission de réconciliation entre les deux parties qui est chargée de mettre en œuvre des opérations de pacification, et ça flambe un peu partout. Il y a clairement
à Ghardaya, aujourd'hui, il faut le dire, des gens qui ne veulent pas que ça s'arrête, qui poussent le conflit à incandescence, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Il y a un vrai problème. Quand tu dis, Akram, que la police ne fait pas son travail, peut-être qu'on lui demande un travail qui n'est pas le sien. La police a pour mission de rétablir l'ordre, mais pas de résoudre un problème social et foncier, tout ce qu'on peut dire, qui s'est accumulé au fond des gens par la défaillance de l'État. Non, mais à un moment où les affrontements se déroulaient sur le terrain, il n'y avait pas de place pour une quelconque grève des unités républicaines de sécurité. C'est intolérable. D'autant plus que il me semble que l'État algérien a beaucoup investi dans ces unités-là et que les effectifs de la police ont plus que doublé depuis 1999. Il faut préciser que le ministre de l'Intérieur est revenu aujourd'hui à Ghardaya avec notamment le patron de la police, Abdelghani Hameloui. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe avec la police, cette grève plus ou moins annoncée, en parlant de ça, on est dans les conséquences. Mais en fait, la situation réelle, c'est que il faudra dire les choses telles qu'elles sont. On a suffisamment tapé sur le pouvoir autour de cette table pour pouvoir se sentir libre et taper sur la société algérienne. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une société qui est en train d'exploser littéralement. C'est une société qui vit sous l'emprise de la tradition, plus la religion, et à côté de ça, il y a un salafisme très puissant qui est en train de s'imposer et une modernité avec un développement extraordinaire des moyens de communication. Cette société n'est plus gérable par le meilleur État algérien qu'on ait pu avoir. Ce n'est plus possible. Or, en plus, on est dans la société mozabite. On est dans un cas qui est encore plus particulier. Il faut pas oublier que cette communauté a effectué 1000 kilomètres pour aller loin dans le désert pour vivre vraiment en communauté. Cette société aujourd'hui est en train d'exploser et comme elle est encore plus particulière, elle subit avec un effet encore plus violent ce que subit le reste de la société algérienne. Je vais toutes les semaines dans une société traditionnelle, je vois cette société, comment elle part en lambeaux. Il y a ceux qui sont branchés Jazeera, ceux qui sont branchés Amr Diab, Adnan, Al-Qardawi, ceux qui sont dans la modernité type occidentale. Et c'est une société qui s'en va. Il y en a aussi un de là. Il y en a, non, oui, j'espère que oui. J'imagine, pas Amr Diab. Les deux. Et les modernes, ils sont 1%, t'en fais pas. Donc, il y a cette réalité de la société algérienne. Il y a un État, même si on avait un État qui était plus ou moins en phase, il aurait des difficultés à gérer. Là, on n'a pas de pouvoir. Alors, on aurait eu, la solution en Algérie, c'est quoi? C'est d'avoir Tsipras à la place de Bouteflika. Ah non. C'est jouable. Parce que Tsipras, ça signifierait que l'Algérie aurait déjà fait faillite. Pour qu'un Tsipras arrive, il faut des conditions extrêmes pour que des hommes politiques comme ça puissent arriver au pouvoir, surtout dans la société que tu étais en train de décrire. Pour rester encore une minute sur les non pas les conséquences, mais on va dire les ondes longues qui nous ont ramenés à cette situation-là. Moi, je prends le risque d'affirmer que l'État algérien a fait une grosse erreur de planification et d'aménagement du territoire. République intégrée, oui. Circulation des Algériens dans tout le pays, oui. Mélange, oui. Ville, melting pot, etc. Il faut absolument aller vers ça. Il fallait qu'il y ait une exception entretenue sur la vallée du Mzab. La vallée du Mzab, tu viens de le rappeler, donc c'est une minorité, un chiite, un schisme religieux qui s'est réfugié dans le désert pour vivre sa religion wahdou. Il aurait fallu éviter qu'il y ait un déséquilibre qui nous amène aujourd'hui à une parité, une quasi-parité ethnique et religieuse. Ethnique, pas tellement, mais surtout religieuse. Il fallait maintenir une majorité forte des Mozabites dans la vallée du Mzab. Et je pense que sur le long terme, c'est cette majorité forte des Mozabites sur la vallée du Mzab qu'il faut restaurer. Ethnique, pardon. D'accord. Désolé. Ethnique, je suis d'accord parce qu'il s'agit aussi d'un clivage berbérophone, arabophone. Hein. On peut dire que c'est ethnique. Vous disiez, bon,
je me fais l'avocat des Abdadi, c'est anti-républicain. Non, non, moi, j'ai beaucoup de mal à accepter le fait enfin, qu'il y ait des zones ethniquement propres en Algérie. Il faudrait que l'Algérien puisse s'installer là où il veut. On a un très grand pays. Non, mais par contre, vous parliez de schisme religieux où ils sont partis, on a l'impression que c'est venu après. Or, il me semble que les Ibadites étaient là bien avant, y compris les sunnites, en Algérie, enfin en Afrique du Nord. Donc, le souci est qu'aujourd'hui, la société a accepté le salafisme, qui est en soi exogène à l'Algérie, qui n'a rien à voir avec l'Algérie. Alors que l'ibadisme était une tradition assez généralisée dans le pays. Saïd Jaffer n'est pas d'accord. Non, c'est-à-dire, il y a trop de nuances sur les histoires de salafisme, de la tradition. On entre dans trop de détails. Parce en fait, on le dit, on est tous gênés parce que ce qui se passe à Gherdaya, on ne le comprend pas réellement. Il y a un vrai problème, il faut avoir l'honnêteté de le dire. On a tendance à toujours présenter les choses de manière binaire. Le pauvre Mozabite agressé par l'arabe dans la presse francophone, l'inverse dans la presse arabophone, alors que le fond du problème, c'est une vraie défaillance de l'État dans tous les sens du terme, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, que ce soit en termes de mise en action effective des forces de l'ordre. Il y a un vrai problème. Le plus gros, tu as décrit une image de la société algérienne, mais qui est partout ailleurs. Toutes les sociétés dans le monde entier sont aujourd'hui explosées dans plusieurs directions à cause du développement des modes de communication. La différence, c'est que ce sont des sociétés qui ont du ressort. Quand ce sont des sociétés où la liberté de s'organiser, où il y a du droit, il y a du lien qui se met en place à travers les partis, les associations, et c'est ces choses-là qui nous manquent. On n'a que des associations caporalisées, des partis managés, et voilà, et ça ne donne rien. Aujourd'hui, les médiations du pouvoir ne servent à rien. Il y a des groupuscules de jeunes, de part et d'autre, qui foutent la merde à Gherdaya, et ça dépasse tout le monde. Non, ce que je voulais dire, c'est ce que tu dis est vrai, mais toutes les sociétés du monde partent en lambeaux, sauf que dans ces sociétés-là, ce sont des sociétés pacifiées où l'État, ses instruments, ses démembrements sont là pour pallier à des situations. Ce que je peux dire sur notre société, c'est que je me demande si on avait un État performant, je me demande s'il pourrait assumer toutes ces transitions qui se passent en même temps. C'est beaucoup, il ne faut pas se tromper. Le défi des transitions démographiques, culturelles, religieuses, sociales, sociologiques, économiques, il y a tellement de transitions qui se passent en si peu de temps que j'ai des doutes. Un État performant ne pourrait que amoindrir un petit peu les dégâts. Mais là, on est, c'est vrai, dans une situation de non-État. Non, on est d'accord. Gherdaya, c'est quand même 2 ans. C'est-à-dire, ça fait 2 ans que l'État patauge, où il y a une vigueur qui était nécessaire et qui n'existe pas. Parce que quand tu as une situation pareille, l'État, qu'il soit de droite, de gauche, réagit de manière vigoureuse et ne laisse pas les choses déraper et aboutir à ça. Or, on l'a laissé faire. Pas parce qu'on a voulu que ça pourrisse, mais parce que l'État, les gens qui sont à l'État, ne se sentent plus légitimes pour agir, y compris pour réprimer dans le cadre de la loi. Ils sont dans une difficulté majeure. Je me permets quand même de rappeler quelque chose. Depuis le printemps noir kabyle, le mode de régulation de l'État des crises, le printemps noir kabyle, c'est la répression. Il y a eu 126 morts. Bien. Depuis cette crise-là, c'est surtout l'argent qui a permis à chaque fois à l'État d'essayer de récupérer des situations de crise ou de prévenir des crises. La réconciliation nationale avec les disparus, c'était ça. Avec les familles de disparus, c'était ça. Après le printemps arabe, le budget de l'État a explosé, c'était ça, etc.
Pour la première fois, la réponse par l'argent n'est pas opérante. Il n'y a pas d'autre réponse. J'ajouterai sur Gherdaya un renseignement sur l'avenir. Dès qu'il y a une crise désormais, compte tenu de l'état de déliquescence des institutions, dès qu'il y a une crise, très très vite, nous savons l'armée comme étant l'intervenant. Et ceux qui ont prévenu, et ils étaient nombreux ces dernières années, en disant il faut maintenir l'armée en dehors de la décision des arbitrages, je cite le FFS, M. Hamrouch, etc. Aujourd'hui, à Gherdaya, on en a la représentation. Alors, on va parler maintenant des réactions. J'avais rencontré... oui, Abed Sharif, un mot Sur le dernier développement, c'est que on demande à l'armée de rétablir la situation. Ce qui m'inquiète, c'est que jusque-là, on a fait une fausse lecture de la situation. Donc, on a apporté de mauvaises solutions. Aujourd'hui, on pense que l'armée va rétablir la paix, l'ordre, faire la sécurité, rétablir le lien dans la société. C'est faux. Il faut que ces gens comprennent que l'armée ne peut pas le faire. Et que si l'armée est maintenue là-bas pour un certain temps, le prochain affrontement, les morts vont être parmi les militaires et parmi les habitants de la région tués par les militaires. Alors, ça va encore aggraver la situation. J'avais rencontré l'année dernière, le Premier ministre Sellel et je lui avais posé une question sur Gherdaya et il m'avait dit, et je m'en souviens très bien, il m'avait dit « J'ai trouvé la solution, je vais envoyer un général là-bas ». Ça, c'était il y a 18 mois. Il m'avait dit « Je vais envoyer un général ». 18 mois plus tard... C'est du second degré ou il était sérieux? Non, il était vraiment sérieux. Oui, on ne sait plus quand est-ce qu'il était sérieux, mais ce jour-là, il était vraiment sérieux pour lui. La solution, c'était de nommer un général pour régler le problème sécuritaire à Gherdaya. Nous sommes donc en juillet 2015. Le président de la République a réagi aujourd'hui, enfin selon l'APS en tous les cas, pour dire qu'il y a eu une réunion d'urgence avec le chef d'état-major, le Premier ministre et le directeur de cabinet Ahmadou Yahya. Est-ce que, comme vient de dire Abed Sharif, donc on charge le chef de la région militaire de s'occuper de ce problème? Écoutez, il y a quand même une chose immédiate à faire, c'est rétablir l'ordre. C'est évident, c'est évident. Ce n'est pas une solution de long terme. Il y a aujourd'hui, il y a le feu à Gherdaya, il faut arrêter. Il faut s'interposer. Il faut s'interposer, c'est d'une évidence. Et il est évident que la police, pour une partie de la population de Gherdaya, n'est pas crédible et que c'est l'armée qui, à tort ou à raison, est présentée même pour les habitants de Gherdaya comme étant plus apte à calmer la situation. Mais ça ne veut pas dire que l'armée va gérer Gherdaya. Ce serait c'est ingérable et c'est impensable. Est-ce que c'est le général-major Ben Shrif qui va donc maintenant s'occuper Il y a un ordre à rétablir. On n'aime pas dire ce genre de choses, mais c'est ça. Il y a un ordre. Il y a des gens qui sont en train de s'entretuer, de mettre le feu. Il faut les empêcher. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas précisément le piège? Est-ce que ce n'est pas le piège de dire il y a urgence, il faut agir dans l'urgence? Non, il ne faut pas agir dans l'urgence, dans l'émotion. Il y a 22 morts. Il y a 22 morts déjà. Non. Attention. Il y a 22 morts, il va y en avoir 50. Et il va y avoir une armée qui va se décrédibiliser. Donc, il y a un enjeu à calculer. Ce que je pense, c'est qu'il faut que le gouvernement, l'État, je ne sais plus de qui on parle, fasse une bonne lecture. Mais à côté de cela, les intervenants doivent être crédibles. Là, ce qui revient à dire que la solution doit être politique. Celui qui doit agir là-bas doit être crédible, légitime pour pouvoir agir. Et je refuse l'idée qu'on puisse penser que la police n'est pas crédible, quelle qu'elle soit. Il faut qu'elle soit crédible. Il faut qu'elle s'impose dans n'importe quelle condition. Akram Khalif, est-ce que vous pensez, comme vous venez de dire, que la police a été humiliée? Tout à fait. Et puis, selon moi, il est plus urgent de licencier le wali, le chef d'Aïra, plutôt que d'envoyer un général là-bas. Il faudrait aujourd'hui que chaque service de l'État fasse son boulot. La police, si les CRS n'ont pas fonctionné, la police a des mécanismes internes pour s'autoréguler et s'autodiscipliner, qu'ils le fassent. Si l'État n'a pas fonctionné, le ministre de l'Intérieur doit démettre de ses fonctions le wali, le remplacer par quelqu'un de plus compétent. Pourquoi aller chercher l'armée? L'armée n'est pas aujourd'hui outillée et ne le sera jamais pour gérer un conflit entre civils. La seule chose que pourrait faire l'armée aujourd'hui, c'est
apporter une aide humanitaire aux populations qui sont... Il ne faut pas l'oublier, il fait 48 degrés, c'est Ramadan. La seule chose que puissent faire les militaires, c'est de leur apporter un soutien logistique. Le reste... On a l'impression aujourd'hui... Oui, un soutien logistique en armes. J'ai eu peur que... On a l'impression... Si on peut dire ça, il faut envoyer... Il faut tout dire au CPP. Il faut tout dire au CPP. Ah oui, tout. Il faut envoyer Ouahia et Saïdani entre les deux pour qu'ils reçoivent les coups et les balles. Ces gens qui font des interviews, c'est les partis du pouvoir. C'est à eux de faire ce boulot. Alors, sur la police, moi, j'aimerais quand même soulever le cas du général Hamel. Voilà quelqu'un qui a... Voilà. Non, absolument. Je connais Indef Dadan, mais c'est quelqu'un qui a essuyé une grève dans les services qu'il dirige. La grève demandait son départ, qui a démarré demandé son départ. Il est toujours en poste. La police, encore hier, a refusé d'intervenir parce qu'elle considérait qu'elle n'avait pas les moyens de le faire. C'est là où il y a eu le dérapage le plus meurtrier avant aujourd'hui. Et ce monsieur est toujours à la tête de la police. Moi, j'ai absolument rien contre ce... Mais s'il y a bien quelqu'un qui devrait être démis tout de suite pour essayer de rétablir un peu de contenu républicain dans cette institution, c'est bien le général Hamel. On peut dire que s'il y a eu des morts aujourd'hui et hier, c'est en partie... Il y a aussi un chef d'État. Je peux poser ma question. Il y a aussi un chef On n'a pas d'État- osé aller jusque-là. Il y a aussi un chef d'État qui n'est pas capable de s'adresser publiquement à ces gens. Qu'est-ce que c'est que ce pays où le président n'est pas en mesure de dire deux phrases comme ça qui s'adressent. Ça peut porter. Absolument. Voilà. On va revenir. Un message diffusé par On va APS. revenir à ce qu'a dit Akram Khalif. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en Algérie cette culture de changer les gens? Le Wali n'a pas fait son travail, on le change. Pourtant, c'est une culture qui existe chez nos voisins, mais chez nous, jamais. Hassan Khadi, pour quelle raison? Pourquoi on ne change pas le Wali, le chef de sûreté, le chef de région? Pour quelle raison? Parce que le Wali est un proconsul sur des terres qui ne lui appartiennent pas. Hein. Et c'est un régime proconsulaire qui est totalement antidémocratique et qui... Donc pourquoi enlever quelqu'un qui, au départ, n'a pas été mis là-bas pour des raisons légitimes? Il y a une confusion totale des tâches. Il n'y a pas d'institution, pas de fonctionnement institutionnel. Donc, quand il y a une faute, on ne sait pas qui est le coupable. Est-ce que c'est l'Ouali? Est-ce que c'est le chef de sûreté de Wilaya? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est Toufiq Medine? On n'en sait rien. Il s'appelle Abdzaïr publiquement. On ne sait pas qui est le coupable. Et donc cette situation fait que on ne peut sanctionner personne. Et si toi tu parles Akram parle du Wali. Je te parie. Je te parie que si tu rencontres le Wali de Gardaya et qu'il te décrit toutes les initiatives qu'il a proposées et tous les freins qu'il a subis, tu vas le plaindre. Ils ont un discours, ils sont rodés pour ça. C'est toute une administration qui fonctionne pour expliquer pourquoi elle ne peut rien faire et qui justifie l'inaction et finalement personne n'est responsable. Donc, le responsable est celui qui a signé le décret de nomination du Wali. Sauf, quelque chose qui n'a rien à voir. Monsieur Ammar Saïdani a fait une interview publiée aujourd'hui dans un journal pour expliquer son appartement à Paris. Qu'est-ce qu'il dit? Il a montré les papiers de Toufiq Medine. Oui, on n'a pas compris cette réponse. C'est vrai, on n'a pas compris pourquoi il a dit Voilà, quelle est la responsabilité des uns et des autres? Où je décale Toufiq Medine dans l'appartement de Saïdani? C'est exactement le cas. Le Wali, il est responsable de quoi? C'est pas lui qui gère, c'est pas lui qui ordonne. Le Wali, c'est un standardiste de top niveau, au niveau local, et qui reçoit les ordres d'Alger, qui les applique, pas plus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un grand standardiste. Non, mais ce qui se passe à Rada est inquiétant parce que c'est duplicable ailleurs. Hein. C'est un pays qui est en train de perdre, à cause du régime, de perdre la notion de l'espace-nation pour la tribu. Ça se rétrécit et ça nous donne encore une fois une idée que le régime fait fausse route en croyant que la démocratie, c'est un lustre. C'est une question de survie, la démocratie dans ce pays. C'est par la démocratie que la nation se régénère et s'entretient. Sinon, on va tous devenir des tribus, des houmas, et on va tous s'entretuer. La démocratie n'est plus un luxe.
Avant de se quitter pour la première partie, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit, Hassan Qadi. Vous avez dit que l'essentiel des morts dans ces affrontements sont dus à la non-intervention de la police. Non, enfin, ça c'est le détail des dernières heures et de ce qui s'est passé. Mais la gestion de la sécurité dans la première responsabilité revient à la police dans un cadre normal. Et donc, c'est à la police de prévenir. Par exemple, question très simple. On est passé, c'est une dramatisation de la situation, de confrontation en armes, avec des armes blanches à des confrontations en armes à feu. Alors, les RG auraient dû prévenir cette évolution-là. Le DRS, les RG auraient dû prévenir, bon, c'est vrai que le DRS aussi, mais d'abord les RG. Les RG auraient dû prévenir, la police aurait dû savoir que la prochaine explosion, ça allait être avec des armes comme ça. Mais le métier du DRS n'est-il pas d'anticiper? C'est leur unique métier. C'est plus compliqué que ça quand tu parles de la police. Encore une fois, on a suffisamment tapé sur ces gens pour rappeler que on est dans une situation où deux groupes sociaux s'affrontent depuis 2 ans. Statistiquement, il faut qu'il y ait des morts. Quelle que soit la force de cette police, il y a un moment où ça déborde inévitablement. Donc là, on est dans la gestion des conséquences. Alors qu'en fait, il fallait dégoupiller ça. Il faut éviter cette situation de guerre latente. Il faut déminer. Merci Abed Sharaf, merci à vous tous. La première partie est terminée, on se retrouve dans un tout petit instant sur Radio. L'armée cette semaine avec vraiment une grande opération de rajeunissement au sein de l'institution militaire. On a vraiment nommé de jeunes généraux, de jeunes colonels. Donc avec 2 nouveaux généraux de corps d'armée, Ahmed Boustela qui est patron de la gendarmerie nationale et le général-major Ben Ali, donc chef de région militaire qui accède au poste suprême. Quelle signification on peut donner à ces promotions? À la fonction, pas au poste. Au poste, oui. Au grade suprême. Au grade, oui. Au grade. Le grade suprême. Bon, pas grand-chose. C'est un non-événement, si ce n'est, comme vous avez un petit peu vendu la mèche au début, le non-rajeunissement de l'armée et surtout le creusement du gap générationnel au sein de l'armée. Donc maintenant, ils sont 4 généraux de corps d'armée. Le général Toufir, Gaïd Salah, plus les deux nouveaux. Les 2 nouveaux, ils étaient 3, avec Abbas Rzil qui est décédé. Bon, c'est compréhensible pour la gendarmerie. Pas d'autres. Voilà. Ah, je ne saurais vous le dire. Par contre, on peut dire, peut-être qu'on peut parler un peu de rajeunissement avec la nomination de beaucoup de généraux et d'un grand nombre de colonels. Bon, on ne connaît pas leur âge à peu près, mais on sait qu'il y a aussi une promotion qui a touché un grand nombre, 41 officiers de l'armée en tout, je pense. 41 officiers de l'armée. Est-ce que ça peut changer? Oui. En fait, c'est des promotions automatiques aussi. Hein. Ouais. Ils sont un petit peu obligés de pallier à l'avancement des troupes, d'autant plus qu'il y a eu création, c'est passé un petit peu inaperçu, d'une médaille à 3 chevrons au sein de l'armée, ce qui veut dire 3 chevrons veut dire 30 ans de service. Une médaille à bravoure. Non. En fait, il y a eu création de 3 nouvelles médailles, une pour les guerres israélo-arabes, une pour la bravoure et une dite du 3e chevron, qui récompense 30 années de bons et loyaux services dans l'armée, au sein de l'ANP, qui est un petit peu en contradiction avec les principes de l'ANP qui sont de ne retenir les soldats, les officiers que pendant 25 ans. Et la médaille de la bravoure qui a été décernée au général Mohamed, à quelques généraux, dont le général Mohamed Medienne. Donc, et probablement au général-major Gaïd Salah, je ne sais pas s'il s'est auto-décoré. Il me semble que le président Abdelaziz Bouteflika ait un petit peu titillé une médaille sur la poitrine du général de corps d'armée Gaïd Salah lors de sa visite à Al-Alia. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit geste qui a été fait. Il me semble que ce fut un petit message sympathique de félicitations. Je ne sais pas s'il a eu celle de la bravoure, celle des guerres israélo-arabes ou celle du 3e chevron. Voilà, donc nous avons parlé de ces promotions dans l'institution militaire. Ça ne vous intéresse pas, Abed Sharaf? Ça me laisse dubitatif. Oui, pourquoi? Hussein Ahmed a été chef de l'OS à 24 ans. Le colonel Bougara, colonel de l'ALN, est mort à 27 ans. La moyenne d'âge des colonels, c'était 27-28 ans. L'autre fille
est mort à 26 ans, colonel, chef de wilaya. Bon, aujourd'hui, on est général à 75 ans. Et Gaël Salah est en service depuis 1957. Je vais vous contredire. En fait, vous vous trompez dans la façon de calculer. Il ne faut pas penser en nombre d'années, mais en années de naissance. Donc, tous ceux que vous avez cités, Aït Hamed en tête, sont nés pendant les années 30. Donc, ce qui est tout à fait normal que cela subsiste. Et en fait, les gens ils sont comme lui- restés bloqués sur les gens nés en 1930. Et il y a des gens comme lui qui sont toujours en poste actuellement dans l'institution militaire. Peut-être que la vitalité d'une armée est due aussi à l'âge de son commandement. En tous les cas, j'ai fait une petite recherche aujourd'hui. Eh ben, j'ai constaté que le chef d'état-major de l'armée américaine avait 62 ans, que le chef d'état-major de l'armée britannique avait 58 ans et que le chef d'état-major de l'armée chinoise avait 54 ans. Donc ça donne un peu un aperçu de l'âge des chefs des armées dans les pays où les armées sont assez fortes. Les chefs d'État aussi. Hein. Oui, pour les chefs d'État, il ne faut pas voir Mugabe et les autres. Alors, on va parler maintenant de l'armée, on va passer à la politique, avec une semaine assez chargée en politique, avec le message du président de la République à l'occasion du 5 juillet, qui a été beaucoup abordé. On a dit que le président tendait la main à l'opposition après l'avoir violemment critiqué. Aussi, il y a eu 2 interviews importantes il y a quelques jours, celle d'Ahmedou Yahya et celle de Ammar Saadani, secrétaire général du FLN. Quelle lecture pouvons-nous donner à Abed Sherif à tous ces messages de part et d'autre? Écoute, ce qu'on peut retenir d'abord de la lettre du président Bouteflika, c'est qu'il a dit « je vais terminer mon mandat ». Donc tout ce que dit l'opposition sur une présidentielle anticipée tombe à l'eau. C'est clair. Une fois qu'il a dit ça, on a 2 personnes qui sont supposées représenter un petit peu les 2 grands courants du pouvoir, c'est-à-dire Ouyahia et Saadani. Ouyahia s'est exprimé, il a fait l'éloge du président Bouteflika, de la famille du président, l'Aïla Taïba, selon sa formule, et il a proposé une espèce de retour à 2004, l'alliance présidentielle. Et ensuite, Saadani lui répond « Non, il n'en est pas question ». Mais les 2, en fait, s'installent dans une acceptation du fait accompli. Le président Bouteflika est là, tout le monde met de côté ses ambitions présidentielles et on s'installe en sous-traitant du pouvoir. Comment s'organiser dans cette sous-traitance? Il y a un petit conflit. Voilà. Oui, alors, quelle lecture vous faites, Saïd Jafar, du message du président de la République à l'occasion du 5 juillet? Est-ce qu'il y a un changement de ton, selon vous? Il n'y a pas de changement de temps vis-à-vis de l'opposition. Tu l'as dit, il y met la forme, il ne les traite plus de gens qui font de la politique de la terre brûlée. Il leur demande de jouer leur rôle, mais le vrai message, c'est que j'y suis, j'y reste. Et peu importe ce que vous pouvez dire. Donc, il n'y a pas de changement vis-à-vis de l'opposition. Ce qui est intéressant aussi, Saïd Jafar, c'est le message du premier secrétaire du FFS qui a été... Oui, Moi, je ne suis pas d'accord avec Saïd. Hein. Moi, je pense que... Habituellement, généralement, on n'est pas d'accord avec Abed. Alors, pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec Saïd? Parce que je pense que justement, sur l'opposition, c'est peut-être l'aspect le plus notable dans le communiqué de la présidence, c'est que cette fois-ci, il essaie de hisser l'opposition au rang de partenaire respectable avec lequel il est bon d'essayer de chercher une solution au problème qu'il a décrit, que le communiqué décrit pendant plusieurs paragraphes. C'est celui de la crise. C'est un communiqué qui traite des réalisations, parce que je trouve que le président de la République, la tonalité globale, enfin c'est lui qui l'a rédigé, enfin c'est pas lui, mais la tonalité globale est plutôt défensive. Donc le Bouteflika et le clan présidentiel sont sur la défensive. Ils mettent au devant le bilan. Ensuite, ils disent il va falloir serrer la ceinture. Ils le disent dans des termes qui sont plus précis que ceux de celle-là. Et à la fin, ils disent on ne le fera pas seul. Il faudrait chercher des idées et avec l'opposition. Donc de ce point de vue-là, il y a un changement de tonalité. Et je pense que les événements de cette semaine, qui n'ont aucun lien, j'espère que Abed ne va pas nous démentir là-dessus, vont conforter cette idée. La présidence, le président de la République est plutôt sur la défensive. Après qu'ils disent que je reste jusqu'à la fin, bon, je pense que c'est la moindre des choses. C'est ça le vrai message. Il s'adresse à une opposition qui demande son départ. Il n'a
plus besoin aujourd'hui de les maltraiter. Il se contente de leur dire j'y suis, j'y reste. Pour le reste, le discours, les problèmes, etc., ça ne change rien. Et d'ailleurs, l'opposition elle-même ne s'est pas trompée. Si vous lisez les réactions des partis de la CNLTD, c'est violent, c'est furieux, voilà, ils ont bien pris le message. Comme quoi, il n'y a aucune ouverture dans ce message. Est-ce que vous avez lu aussi le message intéressant du premier secrétaire du FFS, Monsieur Nebo, qui analysait un peu la situation politique et qui a violemment, à mon avis, critiqué le président de la République. Ça veut dire inaudible, impuissant. C'est vraiment des qualificatifs assez violents qui ont été utilisés par le FFS. Il faut quand même dire une chose sur le FFS. Ils ont modulé leur langage quand ils essayaient d'aller vers une conférence du consensus national. Aujourd'hui, cette conférence n'arrive pas. Hein, et d'une certaine manière, le rendez-vous manqué a libéré leur manière de parler. Et donc, ils s'expriment de manière vigoureuse, mais en même temps, ils maintiennent qu'il faut trouver une solution de consensus pour passer à autre chose. Il n'y a pas, à leurs yeux, de manière autre que de trouver un consensus entre le pouvoir et la société pour changer. Bouchelf. Nous parlons beaucoup autour de cette table du fonctionnement institutionnel des institutions à un point tel que il nous arrive d'occulter un petit peu le rôle des hommes. Or, moi j'ai envie de parler de la Grèce. Ce qui s'est passé en Grèce nous a montré que la vitalité d'un homme politique, d'une équipe politique, assise, qui s'appuie sur un programme et des convictions fortes, comment cette équipe peut changer le cours de l'histoire. Tsipras, je vais caricaturer un petit peu. À 10h, il était au Parlement grec. À 14h, il était à Bruxelles. À 18h, il était au Parlement européen. Et à 20h, il était sur une chaîne de télé. Ensuite, il prend l'avion pour revenir et pour organiser des réunions. Voilà. Un dirigeant d'un pays en crise. C'est quelqu'un qui peut se permettre une espèce de pointe de travail de 20 heures par jour pendant une semaine. C'est exceptionnel, mais il faut qu'il puisse la tenir. Ça, c'est quelqu'un qui gère un pays en crise. On est dans le contre-exemple le plus absolu en Algérie. La crise économique, Ghardaya, en principe, un chef d'État aujourd'hui aurait dû prendre son avion et aller à Ghardaya. C'est faisable. Il peut déléguer quelqu'un d'autre, mais il peut y aller. Qu'est-ce que ça aurait changé, que ce soit le président qui parte et non M. Sellel, ou les ministres? Qu'est-ce que ça aurait changé selon vous? Si c'était le président qui y allait, ça changerait beaucoup de choses. Ça veut dire que ce président peut y aller. Donc, ce n'est pas le président actuel. Donc, il aurait peut-être une légitimité différente. Il aurait une force, une capacité d'agir et de conviction. Tout serait différent. Toute la donne serait différente. Je suis certain que ça aurait changé. Ça nous ramène aussi, je ne peux pas, moi, c'est l'année de la honte, 2014, je ne peux pas ne pas revenir à 2014, au certificat médical qui a été donné à M. Bouteflika pour être candidat. Ce certificat est un faux. Je l'écris dans un papier qui sort demain. Un certificat médical pour un président de la République, on n'exige pas de lui qu'il fasse le 100 mètres en 11 secondes ou qu'il court un marathon en 3 heures. Mais on peut exiger de lui qu'il puisse tenir des réunions pendant 12 heures, 14 heures, 16 heures. Ce certificat est signé par un seul ou par plusieurs médecins? Je ne sais pas, on ne l'a pas vu. Un chef d'État doit être capable d'aller dans des conférences internationales, comme l'a fait Tsipras, discuter, convaincre, parler, gueuler, revenir devant le Parlement, faire des discours, etc. pendant un certain moment. Surtout dans un régime présidentiel. Et donc, en Algérie, il y a eu un faux, nous sommes dans le faux, et on ne peut pas fonctionner Moi, j'ai envie d'ajouter, pour rester un peu dans le clivage, que peut-être que le signe le plus important de la faiblesse aujourd'hui du clan présidentiel et de Abdelaziz Bouteflika, c'est qu'il était obligé de dire qu'il restait jusqu'à la fin de son mandat. C'est-à-dire que, comme si ce ne devait pas être évident d'être d'abord... La nécessité de l'affirmer. De l'affirmer, ouais. Parce qu'en fait, il n'aurait pas eu, il a été élu le suffrage universel. Et si on regarde un petit peu, on a un président qui a 2 ans et demi n'avait pas fait son ABC, il était relativement
en bonne santé. Enfin, il était malade, mais il arrivait à parler de temps en temps. Il avait une majorité parlementaire, et une alliance présidentielle. Et il avait des réserves de change et une conjoncture favorable sur le plan économique. Qu'est-ce qui lui reste de tout ça? Qu'est-ce qui lui reste de tout ça? Y compris son alliance, la dernière chose sur laquelle il aurait pu espérer s'appuyer, un ticket Hamas. Voilà. Il a du mal à mettre ça en place. Ça va mal, ça va très mal, et à mon avis, ça va jouer de plus en plus et peser de plus en plus sur la situation politique dans les semaines et les mois qui viennent.